Donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus sur un petit peu tout ce qui s'est fait sur des objets un petit peu particuliers qui sont des étoiles binaires, donc on dit en interaction. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Ah, ça doit être le... Hop. C'est mieux? Ouais. Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu ces binaires un petit peu particuliers, donc les binaires d'interaction, qu'on a voulu étudier donc, avec des techniques de très haute résolution angulaire afin d'aller sonder directement les parties les plus internes de ces objets. Donc, ce sont typiquement ces outils de très haute résolution angulaire. Ce sont les interféromètres tels qu'on en trouve donc au VLTI. Donc là, vous voyez un des télescopes au premier plan qui sert pour l'interférométrie, ou alors peut-être dans un proche futur, des hypertélescopes tels que le propose Antoine Labeyrie. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu ce que sont ces binaires en interaction. Ensuite, vous montrer ce que pourrait apporter l'interférométrie, la très haute résolution angulaire, pour finir sur des résultats récents et les perspectives d'étude de ces objets via ces techniques. Donc, ce que vous le savez peut-être déjà, mais plus de la moitié des étoiles dans les galaxies vivent en couple. Donc, la plupart de ces étoiles vivent de manière assez tranquille, en fait. Elles sont suffisamment séparées pour... elles orbitent l'une autour de l'autre, mais elles vivent leur vie indépendamment, chacune de leur côté. Et ce sont des objets très intéressants parce qu'on est capable, en mesurant leur orbite, on va être capable de mesurer leur masse et à partir de là, de comprendre un petit peu mieux comment évoluent les étoiles, c'est-à-dire d'arriver à étalonner des modèles d'évolution stellaire. Ça, c'est un cas, disons que c'est le cas le plus général, où chaque étoile vit sa vie. Mais il y a vraiment beaucoup de systèmes binaires à étudier, et en particulier, on a des systèmes donc, en interaction. Donc, ces systèmes binaires, on a l'habitude de les classer de plusieurs manières. Donc, pour commencer, il y a une classification dite observationnelle. Donc, suivant la manière dont on détecte ces systèmes, on va les classer d'une certaine manière. Donc, dans un premier temps, on a les binaires, donc le cas le plus simple, disons les binaires visuels, c'est-à-dire où vous pointez votre télescope et vous voyez directement les étoiles binaires, les deux étoiles, au foyer de votre télescope. Donc ici, vous avez l'exemple d'Albireo. Donc, ce sont les deux étoiles qu'on voit ici. Donc, c'est une étoile qui est très facilement observable avec un télescope amateur très classique. Et donc, ce sont des étoiles dont on a détecté l'évolution l'une autour de l'autre. On a pu confirmer que c'était vraiment des étoiles qui étaient liées l'une à l'autre gravitationnellement et non pas juste un effet de projection comme, disons, deux étoiles ici. Ensuite, ça c'est vraiment le cas idéal où on peut discerner ces deux étoiles. En pratique, les binaires sont des objets qui, à des échelles astronomiques, sont vraiment très proches l'une de l'autre, c'est-à-dire, typiquement, elles peuvent être plus proches que la Terre du Soleil, mais elles peuvent être à des distances suffisantes pour les discerner, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à les discerner l'une de l'autre. Donc on a besoin de faire appel à d'autres techniques. Donc on les détecte sinon via des éclipses, c'est-à-dire quand le plan de révolution de votre binaire passe dans l'axe d'observation. Donc à ce moment-là, lorsqu'elles vont se passer l'une devant l'autre, vous allez détecter une baisse de flux. Et en fonction de la profondeur de cette baisse de flux, sa largeur dans le temps, etc., vous pouvez en déduire des caractéristiques sur votre système, sur la taille des étoiles, leur masse, etc. Le deuxième cas que vous pouvez observer sont les binaires dits astrométriques. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez un compagnon extrêmement faible, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'une des deux étoiles, ou alors lorsqu'elles sont trop petites pour discerner l'une de l'autre. À ce moment-là, vous ne verrez qu'une des composantes, mais au cours du temps, le photocentre de votre système il va se déplacer dans le ciel, et donc en mesurant ce déplacement, donc ici un très fin, très très petit déplacement, vous allez pouvoir dire cette étoile, elle a un compagnon donc, qui est censé suivre cette orbite, mais qu'on ne voit pas. Et donc, vous pouvez également déduire des propriétés sur ce système. Une autre catégorie qui est peut-être l'une des plus étudiées, ce sont les binaires dits spectroscopiques. Donc, ce sont des binaires qu'on reconnaît en étudiant les systèmes de manière spectroscopique, en étudiant des raies d'émission ou des raies d'absorption dans ces systèmes. Et en fait, si vous êtes dans la ligne de visée de ce système, enfin plus ou moins dans la ligne de visée du plan,
de révolution, en fait, vous allez avoir un effet Doppler des deux étoiles du fait de leur rotation. Donc, quand une étoile va s'approcher de vous, vous allez avoir un décalage vers le bleu de l'arrêt, et lorsque l'étoile va s'éloigner de vous, vous allez avoir un décalage vers le rouge. Donc, à ce moment-là, en fait, ce que vous allez observer, c'est ce qu'on voit ici, c'est un dédoublement de vos raies d'émission, et en plus, ce dédoublement, la séparation entre vos deux raies va varier au cours du temps. Et à partir de là, en faisant une étude continue de votre système, vous allez avoir ce type de courbe où vous allez mesurer la vitesse de votre étoile d'une des étoiles vis-à-vis de vous, ainsi qu'éventuellement celle de sa compagne. Et à partir de là, vous pourrez en déduire des propriétés sur l'orbite du système. Un dernier cas qui est un petit peu à part, ce sont les binaires dites X. Elles sont un petit peu à part parce que leur propriété observationnelle, c'est d'émettre fortement dans les X, mais dans les rayons X, mais en même temps, c'est la preuve de phénomènes énergétiques très importants dans ces systèmes. Et donc, on s'attaque vraiment à des systèmes très particuliers, tels qu'on peut le voir ici. Typiquement, des étoiles suffisamment séparées pour vivre leur vie chacune de leur côté ne vont pas émettre de rayons X et ne seront pas observables de cette manière. Donc ça, c'est comment on détecte les différentes manières qu'on peut utiliser pour détecter ces binaires. Dans la pratique, on divise ensuite les binaires en différentes catégories suivant en fait leur distance et leur degré, disons, d'interaction. Donc, dans le premier cas, donc, les binaires séparés tels quels biréo, donc qui sont très distantes, qui interagissent peu, voire pas du tout. Le deuxième cas, ce sont les binaires dites semi-détachés. À ce moment-là, en fait, comme on va le voir un peu plus tard, un peu plus loin, il y a une des étoiles qui est suffisamment proche de l'autre pour lui céder de la matière. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'étoile bêta dans la Lyre. Et enfin, un cas encore plus extrême, ce sont les binaires dites à contact, où en fait, les deux étoiles sont tellement proches qu'elles vont se partager en fait une enveloppe commune. Donc, ce n'est plus, on a vraiment deux étoiles. On a deux étoiles, il y a vraiment deux cœurs nucléaires dans ces systèmes-là, mais elles se partagent plus ou moins la même atmosphère, donc elles sont plus difficiles à distinguer. Et comme on peut le voir, en fait, il est possible de manière observationnelle de faire une distinction entre ces différents systèmes. Par exemple, avec les systèmes à éclipses, si vous avez une binaire séparée, les éclipses seront très courtes, séparées par des maximums d'intensité assez plats. Et lorsque vous allez, au fur et à mesure que vous allez rapprocher votre système, qu'il y aura une déformation plus importante de vos étoiles par des effets de marée, ce genre de choses, vous allez en fait avoir des éclipses un petit peu moins marquées, peut-être plus importantes en intensité, mais moins marquées dans le temps. Et en particulier, pour les systèmes à contact, vous avez quasiment, en fait, vous pouvez presque considérer que vous avez une étoile allongée d'un point de vue observationnel. Et à ce moment-là, en fait, vous avez vraiment des éclipses longues et peu marquées. Et peu net. Donc moi je vais m'intéresser aujourd'hui aux binaires en interaction, c'est-à-dire des binaires qui sont de manière générale suffisamment proches pour pouvoir s'échanger de la matière et de sorte que cette matière échangée influe de manière très importante sur leur évolution. Parce que dans une étoile, en fait, lorsqu'elle naît, toute sa vie, une étoile isolée ou dans des binaires suffisamment séparés, toute sa vie est déterminée par sa masse initiale. Donc pour le Soleil, on sait qu'une étoile d'une masse solaire, elle va vivre sa vie à peu près comme le Soleil, elle va évoluer à la fin en géante rouge, finalement expulser ses couches superficielles dans l'espace pour générer ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, et au centre, il restera son cœur nucléaire, donc ce qu'on appelle une naine blanche. Dans le cas de binaires en interaction, on peut arriver à des choses à une fin de vie beaucoup moins calme. L'évolution de la vie des deux étoiles est intrinsèquement liée et est beaucoup plus complexe. Donc ici, je vous présente l'exemple d'un scénario possible pour générer ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Donc vous avez deux étoiles sur la séquence principale. L'une des deux est un petit peu plus massive à la base que sa compagne, va évoluer la première vers un stade de géante rouge, et à ce moment-là, on peut se retrouver dans le cas d'un système interactif où la géante rouge va transférer une importante partie de sa matière à sa compagne. On va se retrouver à ce moment-là dans un système dit enveloppe commune. Donc de la matière va être éjectée du système, la géante rouge va perdre ses couches superficielles pour devenir une naine blanche. Et un peu plus tard, donc, l'étoile qui était sur la séquence principale, la deuxième, la plus légère, va également évoluer sur un stade dit de géante rouge.
Et à ce moment-là, c'est sa compagne qui va se mettre à accréter, qui peut se mettre à accréter de la matière. Et c'est là où tout change, c'est parce que une naine blanche qui va accréter de la matière, à un moment, il se peut qu'elle dépasse la limite de Chandrasekhar. Et donc à ce moment-là, les réactions de fusion à sa surface vont s'emballer et on va observer donc une explosion de supernova. Donc une étoile, si ces deux étoiles avaient vécu de manière indépendante, chacune de leur côté, elles auraient fini leur vie de manière assez calme, disons, avec formation de nébuleuses planétaires. Et là, on voit que du fait des interactions, on se retrouve avec l'un des phénomènes les plus énergétiques qu'on connaisse dans l'univers. Donc c'est bien pour vous montrer que ces problèmes de transfert de masse dans les binaires d'interaction, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre si on veut comprendre ces systèmes, leur évolution. Alors, là, je vous ai juste dit en fait que la matière était transférée d'une étoile vers l'autre. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? Donc, il faut revenir un petit peu de physique avec ce qu'on appelle les lobes de Roche. Donc, le lobe de Roche, c'est cette ligne imaginaire en forme de 8 qui est une sorte de limite d'attraction gravitationnelle de chaque étoile. C'est-à-dire que ici, vous avez le lobe de Roche de l'étoile de gauche. Imaginons que de la matière s'en aille, soit éjectée par cette étoile en dehors de son lobe. Elle pourra soit s'échapper du système binaire, soit être accrétée par son compagnon lorsqu'elle passera dans son lobe de Roche. Donc dans la pratique, on a principalement deux scénarios possibles qui vont dépendre en fait d'une part la séparation entre les deux étoiles. Vous imaginez bien que plus les étoiles seront proches l'une de l'autre, plus ces lobes seront petits, plus il sera facile de perdre de la matière en faveur de la compagne, et également du rapport de masse. Donc si cette étoile-ci, par exemple dans ce cas ici, est 2 fois plus massive que l'autre, imaginons qu'elle augmente encore sa masse, donc on augmente encore sa masse vis-à-vis de sa compagne, le lobe de Roche de sa compagne va rétrécir, tandis que le sien va grandir, vu qu'elle aura une influence gravitationnelle de plus en plus importante. Donc à partir de là, on envisage principalement 2 cas extrêmes. Le premier, c'est vous avez une étoile qui évolue, ou qui vit sa vie à l'intérieur de son lobe de Roche, voire qui peut évoluer en géante rouge, mais rester dans son lobe de Roche. À ce moment-là, une étoile en fin de vie émet un vent, et ce vent peut être accrété par son compagnon de manière assez plus ou moins efficace suivant la configuration du système, parce que le vent peut passer directement de l'une vers l'autre, ça c'est le cas classique, mais également on verra qu'il est possible également d'avoir un vent qui est attiré par l'autre de manière plus efficace, plus à l'extérieur du système. Et dans l'autre cas, votre étoile a évolué en géante, elle dépasse à ce moment-là son lobe de Roche, et donc on peut observer ce type de choses, c'est-à-dire une étoile qui va remplir son lobe de Roche, donc qui va apparaître totalement déformée, qui va transmettre sa matière via un faisceau de matière, éventuellement formation d'un disque dit d'accrétion autour de la compagne. Donc ça, en général, c'est ce qu'on s'attend de voir pour les transferts de masse les plus importants. Donc ça, c'est un petit peu, les deux extrêmes. Entre les deux, en fait, c'est pas vraiment très clair, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui remplit exactement ce lobe de Roche. Par exemple, dans le cas d'étoiles Mira, on sait que ces étoiles génèrent un vent très lent. Et ce vent très lent, il peut se mettre en fait à remplir lui-même le lobe de Roche, et on peut observer, ça a été simulé également, on peut observer en fait un transfert de masse similaire à un dépassement du lobe de Roche, mais sauf que c'est le vent de cette géante qui va être transféré de cette manière-là. On a le même type de flux de matière, mais beaucoup moins dense. Un autre problème qu'on a, c'est les étoiles qui évoluent en géante rouge. Elles ne sont pas comme le Soleil, parfaitement limitées par leur photosphère. En fait, on peut observer de nombreuses couches, une sorte de couche en oignon, des couches moléculaires en oignon autour de ces étoiles. Donc ici, vous avez le cas, par exemple, d'une étoile Mira. Vous avez l'étoile ici, vous voyez parfaitement, vous voyez très bien une couche moléculaire d'eau qui entoure cette étoile. Donc en fait, qu'est-ce qui remplit vraiment le lobe de Roche à ce moment-là? Est-ce qu'on doit considérer que c'est l'étoile? Est-ce qu'on doit considérer que c'est cette enveloppe moléculaire? Donc en fait, ce qui est transféré vers la secondaire, ce n'est pas forcément très clair, parce que quand on observe
on observe dans le continu d'une étoile, ce qu'on va voir, c'est la photosphère. Donc on peut penser qu'elle ne le remplit pas, alors que si on observe dans quelques raies particulières, on va voir ces couches moléculaires qui, elles, peuvent être transférées directement par ce processus. Une autre question également, c'est est-ce que le modèle du lobe de roche est juste? Parce qu'il repose sur certaines hypothèses assez fortes, qui est que pour calculer ces équipotentiels, à la base, on considère une masse test, c'est-à-dire qui ne subit que la force d'attraction des deux étoiles et la force centrifuge du système. Dans la pratique, dans un vent, par exemple, votre vent subit un potentiel radiatif, vous avez également des forces magnétiques. Donc à ce moment-là, suivant l'importance de ces forces, on peut arriver à si on en tient compte, on va modifier la géométrie du lobe de roche. Donc c'est ce qu'on voit ici, on a augmenté donc l'importance du vent, la force radiative qui s'applique au vent. À ce moment-là, on voit que petit à petit, le lobe de roche va s'élargir autour de la géante. Et en fait, à un moment, il va même perdre, la notion de lobe de roche elle-même va perdre tout sens, parce que vous voyez que les lignes vont s'ouvrir. À ce moment-là, la matière, elle va directement partir vers le milieu interstellaire sans être accrétée par le système. Donc là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que le lobe de roche dans la pratique? Donc ça, c'est des questions que nous posent ces binaires. Et quel serait l'intérêt de les étudier du coup? Parce qu'elles ne peuvent pas nous poser que des questions. Elles ont aussi un certain intérêt. Donc le premier, c'est lorsqu'on a un transfert avec, par exemple, la création d'un disque d'accrétion. On peut également observer des structures de G. Donc ces structures, typiquement, on les voit également dans des objets tels que les quasars ou des étoiles en cours de formation. Et donc l'étude de ces objets, de ces étoiles, pourrait nous apprendre beaucoup sur la physique de cette accrétion et donc nous apprendre beaucoup sur la physique de tous ces objets en général, en particulier les quasars qui sont des objets donc dans des noyaux actifs de galaxies qui sont donc dans d'autres galaxies qui sont qu'on peut difficilement observer avec le même degré de précision que ces étoiles-là. Également, donc pour les effets de marée, on pourra avoir une réponse sur ces histoires de lobes de roche. Également pour les nébuleuses planétaires bipolaires. On pense qu'en général, la bipolarité est due en fait à l'interaction d'une binaire avec ces étoiles avec une étoile en train de mourir. Et par exemple, pour la nébuleuse qu'on voit ici, des observations avec, je crois, le télescope Hubble, on montrait en fait qu'on avait une précession de l'axe d'émission de ce jet en fonction du temps. Donc ça laisserait supposer qu'il y a vraiment une interaction d'un compagnon binaire qui dévierait la matière. Et enfin, comme je vous l'avais dit également, est-ce que étudier les supernovas de type 1A, donc qui sont quand même importantes, vu que ce sont des supernovas qui sont censées toutes se produire d'après le même mécanisme, c'est-à-dire accrétion sur une naine blanche puis explosion en supernova. Donc elles sont censées être des chandelles standards au niveau de l'univers et elles sont utilisées telles quelles, enfin elles sont utilisées comme ça en cosmologie. Donc ces binaires, elles posent quelques questions donc, au niveau de leur mécanique interne, au niveau de leur mécanique externe également, et également au niveau de choses peut-être s'appliquant au-delà juste du champ d'étude des binaires, donc au niveau des supernovas, où on peut également se demander est-ce que ces supernovas de type 1A sont vraiment des chandelles standards comme on le pense à l'heure actuelle. Donc l'étude de ces systèmes pourrait nous apporter des réponses à ce niveau-là. Donc toutes ces questions, au final, si on veut y répondre, il faut qu'on comprenne comment est transférée la masse. Et pour comprendre comment est transférée la masse, comme on l'a vu, il va falloir donc comprendre la morphologie de ces lobes de roche, savoir si on a une accrétion par vent ou une accrétion par dépassement du lobe de roche. Et donc ça va nous demander de mesurer la masse des étoiles, c'est-à-dire mesurer l'orbite du système, et également mesurer la taille des étoiles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des étoiles qu'on observe, les étoiles binaires, ne sont pas résolues spatialement. Donc, on peut avoir une certaine information sur l'orbite grâce par exemple, aux observations spectroscopiques, mais on n'a jamais
on a difficilement accès à toute l'information. Mesurer l'orbite visuelle du système nous permettrait de compléter totalement, d'avoir toute l'information et ainsi de mesurer vraiment la masse du système. Mesurer la taille des étoiles est encore un autre problème, parce qu'on va encore essayer de voir des détails, des choses beaucoup plus fines que l'orbite du système. Et donc c'est là qu'intervient la très haute résolution angulaire, en particulier l'interférométrie optique. Et un autre problème que je vais vous présenter, donc la très haute résolution angulaire nous permettrait donc de sonder ces systèmes, de mesurer leur orbite dans un premier temps, mais on a d'autres problèmes également. Donc on veut mesurer le diamètre des étoiles pour savoir si elles remplissent ou non leur lobe de roche. Et le problème, c'est qu'avec des mesures indirectes, telles que des mesures d'éclipse ou de vitesse rotationnelle, c'est-à-dire on va mesurer l'élargissement des raies d'émission afin de savoir à quelle vitesse tourne l'étoile, à partir de là on peut en déduire un diamètre sous certaines hypothèses, on se rend compte qu'en comparant les mesures de diamètre stellaire faites avec ces deux mesures, on se retrouve sur cette courbe rouge, où en fait on mesure des rayons qui diffèrent par un facteur 2. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et typiquement, c'est dû au fait que ces deux méthodes de mesure sont des méthodes, disons, indirectes, qui ne permettent pas de sonder la géométrie, la morphologie du système, et donc on a besoin de faire certaines hypothèses. Donc ces hypothèses, les voilà. Lorsqu'on étudie des éclipses, on va faire l'hypothèse que le disque est uniforme, qu'on a un disque uniformément lumineux, alors qu'on peut avoir un assombrissement centre-bord. Éventuellement, maintenant, on a des modèles qui tiennent compte de cet assombrissement centre-bord, mais on peut avoir dans les géantes, par exemple, des structures de convection absolument gigantesques qui vont encore modifier le modèle, et ça, on n'a aucun moyen de le savoir, a priori, juste en observant nos éclipses. Et pour la méthode de vitesse rotationnelle, on suppose que les étoiles sont sphériques, alors que dans les cas, par exemple, semi-détachés, on va avoir une étoile légèrement déformée. Donc l'intérêt de l'interférométrie, ce serait donc d'une part de mesurer ces orbites et en outre d'être capable de mesurer, de voir quelle est vraiment la morphologie de notre étoile pour vraiment aboutir à des modèles ultra précis de ce qu'on observe, sans force a priori. Donc ça me mène à vous présenter un petit peu ce que c'est que la très haute résolution angulaire, plus particulièrement la technique d'interférométrie. Donc ici, vous avez donc une photo du VLT, avec ses 4 télescopes de 8 mètres et quelques télescopes de 2 mètres qui sont utilisés pour l'interférométrie. Donc typiquement, quand vous observez un télescope de 8 mètres, vous avez une tâche de diffraction donc, qui représente la limite de résolution de votre télescope. Vous n'êtes pas capable de voir des détails plus fins que cette tâche, donc qui mesure typiquement 50 milliards secondes. Donc une milliard seconde, c'est à peu près la taille d'un homme sur la Lune observé depuis la Terre. Donc vous pouvez observer, disons, des détails d'une cinquantaine de mètres sur la Lune avec un télescope de 8 mètres. Mais le problème, c'est que si vous voulez observer des objets plus petits, tels que les binaires d'interaction, vous ne verrez que cette tâche. Et vous voyez que vous avez besoin d'augmenter d'un facteur 10 le pouvoir de résolution de votre instrument. Donc l'idée, idéalement, ce serait de construire donc, un instrument de 80 mètres de diamètre. Bon, on sait que ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc on va feinter un petit peu en recombinant différents télescopes afin de synthétiser un télescope virtuel d'une centaine de mètres de diamètre, voire 200 au maximum au VLT un jour peut-être. À l'heure actuelle, c'est encore limité à des longueurs de 130 mètres. Et donc ainsi, on est capable au VLT d'augmenter la résolution d'un facteur, disons 15 à 25 suivant les lignes de base qu'on utilise. Donc dans la pratique, comment ça fonctionne ? Donc vous allez recombiner la lumière provenant de vos deux télescopes et vous allez former ce qu'on appelle des franges d'interférence. Donc ces franges d'interférence, elles sont caractérisées par deux grandeurs. La première, c'est leur contraste ou la visibilité, donc qui vous donne une information typiquement sur la taille de votre source, et également leur position, donc avec l'information de phase, qui va vous donner une information, par exemple, sur le photocentre de votre système, c'est la position du photocentre. Et donc ces deux grandeurs, en fait, la visibilité, ici, c'est une grandeur complexe, qui est directement reliée à la distribution d'intensité de votre source, c'est-à-dire donc votre source dans le ciel, par une relation de Fourier, et le résultat va dépendre également de la base que vous allez utiliser, c'est-à-dire son orientation et sa longueur.
Donc idéalement, ce que vous voudriez faire, c'est réussir à couvrir, avoir des longueurs de base petites à grandes, suivant toutes les directions, et ainsi arriver en fait à paver. Donc ça, ici, j'ai représenté le domaine des bases que couvre un télescope monolithique de 200 mètres. Et donc l'idée de l'interférométrie, c'est d'arriver à créer des bases de sorte à couvrir cette surface la plus uniformément possible. Donc à la base, initialement avec les premiers interféromètres comme ceux d'Antoine Labeyrie, l'I2T, le GI2T, on n'avait qu'une seule base, donc on faisait un point de mesure à la fois, donc c'est assez pauvre. Vous voyez que si par exemple vous voulez mesurer un diamètre stellaire, en supposant un disque uniforme, vous allez avoir un point, disons ici, mais vous pouvez également imaginer une étoile un peu plus grande qui va passer, un peu plus petite qui va passer ici. Donc ça reste encore ambigu, ça dépend fortement de votre modèle. Heureusement, vous pouvez profiter de l'effet de supersynthèse, c'est-à-dire en fait du fait que la Terre elle tourne, du fait de la rotation de la Terre durant la nuit, en fait, qui va vous permettre d'explorer différentes fréquences spatiales, qui va vous permettre d'avoir de meilleures données, d'affiner vos modèles. Mais l'idéal, c'est encore d'augmenter le nombre de télescopes. Donc typiquement, vous en ajoutez un, vous passez à 3 télescopes, vous avez 3 lignes de base, donc vous échantillonnez 3 points dans 3 fréquences spatiales. Vous pouvez également profiter de la supersynthèse. Ensuite, vous passez à 4 télescopes, donc c'est ce qui est arrivé il y a à peu près maintenant un an au VLT, par exemple, avec l'instrument Pionnier qui a été construit à Grenoble. C'est également le cas avec un autre instrument français, Vega, à l'interféromètre Chara, qui est basé en Californie, et depuis quelques temps également avec l'instrument Merck. On a également quelques instruments qui fonctionnent maintenant à 6 télescopes. Donc là, vous voyez que vous passez donc à 4 télescopes, vous aviez 6 fréquences échantillonnées à la fois. Là, à 6 télescopes, vous en avez 15. Donc vous commencez à avoir quelque chose de pas mal. Et ensuite, donc vous observez votre source toute la nuit et voilà ce que vous obtenez. Donc vous voyez, vous commencez vraiment à bien remplir votre surface de fréquence spatiale. Et à ce moment-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est inverser cette relation. Repasser de vos visibilités et phases à la distribution d'intensité de votre source, c'est-à-dire reconstruire une image. Donc c'est ce qui a été fait il y a quelques années. Donc au VLT, donc, je vous ai déjà montré cette image d'une étoile Mira entourée de ses couches moléculaires. Donc l'analyse directe des courbes de visibilité aurait été difficile. Donc l'image nous permet à générer un modèle de meilleure qualité et ensuite à l'ajuster. Et également, on a un autre exemple, donc c'est l'étoile Altaïr, qui est un rotateur rapide, une étoile qui tourne extrêmement vite, qui apparaît très aplatie, et qui est censée présenter un assombrissement lumineux à l'équateur. Donc ici, c'est des images qui ont été reconstruites également, et on voit cet assombrissement avec une partie un peu plus lumineuse sur l'hémisphère supérieur. Donc là aussi, si on avait, avec moins de télescopes, on aurait juste fait un disque uniforme légèrement aplati pour analyser les données, on n'aurait pas vu ce phénomène. Et donc voilà qui me mène au résultat récent qu'on a obtenu sur les binaires en interaction grâce à cette technique d'interférométrie. Donc le premier résultat, peut-être l'un des plus parlants, je pense, c'est une observation de Beta Lyrae, donc avec l'interféromètre Chara aux États-Unis. Donc cette étoile, elle a été observée à plusieurs époques. Et pour chaque époque, on a été capable de reconstruire une image. Donc là, on voit en fait directement le système qui tourne en révolution. Et à partir de là, on peut construire un modèle plus précis où en fait, ce modèle, c'est un disque d'accrétion. Donc on voit directement le phénomène d'accrétion sur le compagnon et la géante qui apparaît extrêmement déformée. Donc là, on est directement en train d'observer des effets gravitationnels forts dans ces systèmes grâce à cette capacité de très haute résolution angulaire. Un deuxième exemple, donc, c'est Epsilon Aurigae. Donc, Epsilon Aurigae, c'est une étoile dont on avait beaucoup de mal à comprendre le comportement il y a encore quelques temps, parce que c'était une étoile qui présentait des baisses de luminosité extrêmement importantes et extrêmement longues, de l'ordre de 6 semaines, je crois. Et on n'avait pas détecté de compagnons binaires à côté. Donc on ne savait pas exactement, on n'arrivait pas à interpréter ces courbes d'éclipse. Donc il a fallu faire appel à l'interférométrie optique pour arriver à faire des images de système et en fait se rendre compte que
Donc on a bien une géante rouge, mais lors des phases d'éclipse, en fait, ce qu'on observe, ce n'est pas une éclipse par une étoile, mais c'est une éclipse par un disque de poussière. Un énorme disque de poussière donc, qui entoure le compagnon. Donc ça a été vraiment un gros résultat du point de vue imagerie pour l'interférométrie, mais également d'un point de vue physique, parce qu'auparavant, on n'arrivait pas à comprendre exactement ce qui se passait dans le système. Donc d'autres exemples qui, eux, qui ne sont plus liés à l'imagerie en elle-même du système, mais plutôt à la spectro-interférométrie, c'est-à-dire à faire de l'interférométrie, mais dans des canaux spectraux extrêmement fins, et ainsi analyser le comportement typiquement dans une rédémission du système, là où il se passe vraiment des choses un peu énergétiques. Donc ici, pour l'étoile nue du Sagittaire, donc où en fait, on a détecté une émission H-alpha, une émission dans une règle d'hydrogène extrêmement étendue, donc en fait, qui s'étend typiquement bien au-delà du système binaire. Donc on suspecte qu'il y a une binaire qui n'a pas encore été détectée, il me semble. Et également, avec cette capacité de spectro-interférométrie, on a été capable de déterminer la position du photocentre d'émission de cette émission H-alpha. Donc on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas l'étoile principale qui est principal émetteur de cette en H-alpha, c'est un point qui est situé quelque part sur l'orbite supposée avec la secondaire et qui semblerait suivre cette étoile secondaire. Donc il y a encore quelque chose à explorer à ce niveau-là, mais donc ça nous permet d'avancer sur ces choses-là. Et enfin, un dernier cas assez intéressant, c'était la nova récurrente TPIX, donc, qui a été étudiée également par spectro-interférométrie. Et donc, on a été capable en fait, de suivre en direct l'évolution et de mesurer la morphologie de ce sursaut. Donc là, vous avez deux images. Donc, ce sont des images synthétiques, ce ne sont pas des vraies reconstructions d'images, ce sont disons, les modèles qu'on a utilisés pour ajuster les données. Donc là, on peut voir que ça, c'est tel qu'on voit le système. Donc on le voit de face. Et donc on voit qu'en l'espace d'une semaine, il a quasiment doublé de volume. Ça, c'était pour les principaux résultats à l'heure actuelle. Et maintenant, je vais vous présenter des résultats assez récents également, obtenus sur un système un peu particulier qui est SS Leporis, donc une étoile symbiotique. Donc en fait, ce terme de symbiotique, c'est pour qualifier des étoiles qui ont un comportement un petit peu ambigu. À une certaine époque, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. En fait, avant qu'on sache que c'était une binaire, ce qu'on voyait dans le spectre de cette étoile, c'était des composantes, des raies d'émission typiques d'une composante chaude, et également des raies typiques d'une composante froide. Donc, on ne savait pas trop ce qui se passait. On avait une étoile à la fois chaude et froide. Donc, d'où ce terme de symbiotique, une coexistence de ces deux choses à la fois. Donc, on a longtemps suspecté que c'était une binaire, donc constituée d'une géante rouge, d'une étoile naine A, et le tout étant entouré d'un disque de poussière. Donc, typiquement, en faisant des études spectroscopiques assez larges, on peut ajuster les trois modèles d'émission des différentes composantes. Et tout ce qui fait l'intérêt en fait, de ce système, c'est qu'il présente le paradoxe d'Algol. Donc, le paradoxe d'Algol, c'est qu'en fait, l'étoile qui apparaît comme la plus évoluée dans le système, donc en l'occurrence la géante M, c'est également l'étoile qui est la plus évoluée, qui est la moins massive. Donc ça, ça va à l'encontre de ce qu'on s'attend en général pour une étoile, à savoir que plus elle est massive et plus elle va évoluer vite. Donc ça, c'est une preuve forte que dans le passé, il y a eu un transfert de masse de cette étoile M vers la A, à tel point qu'en fait, la M, elle s'est vue dépouillée de ses surfaces externes, de toute sa masse, et qu'elle est devenue plus légère, la moins massive du système. À l'heure actuelle, on observe encore une activité UV également, ce qui est encore une preuve qu'il y a sans doute des transferts de masse encore à l'heure actuelle dans ce système. Et ça fait maintenant, je pense, quasiment un siècle qu'on étudie cette étoile, et ça fait 40 ans qu'on pense que en fait, l'étoile géante remplit son lobe de roche.
Donc il y a eu différents scénarios, tels que celui de Collet, qui supposait qu'en fait on avait une orbite elliptique et qu'elle ne le remplissait que lors de son passage au périastre. À l'heure actuelle, on sait que l'orbite est plutôt est circulaire, donc il faudrait que la géante remplisse son lobe de roche de manière permanente. Le problème avec ce système, c'est donc qu'il y a un transfert de masse, mais on savait encore assez peu de choses à son sujet. En particulier, la distance était assez mal connue, donc la distance, elle va fortement influencer sur la taille qu'on va estimer de la géante, sur la taille qu'on va estimer du lobe de roche. Les masses également vont fortement influencer sur la taille du lobe de roche. Et enfin, au final, l'orbite était assez bien connue du point de vue de sa période et du fait qu'elle est circulaire. Par contre, son inclinaison était quasiment inconnue. Disons, elle était estimée autour de 30 degrés, plus ou moins 10 degrés. Les séparations également étaient inconnues. Donc, pour savoir quel est le type de transfert de masse à l'heure, il y avait encore pas mal d'inconnus. Et donc, on pouvait se poser la question, est-ce que cette étoile remplit vraiment son lobe de roche ? Donc pour s'assurer de ça, en fait, on a mené de nouvelles observations au VLTI, donc avec deux instruments, donc Amber qui est un instrument à 3 télescopes et Pioneer un instrument à 4 télescopes. Donc la méthode qu'on a utilisée, c'était la suivante, c'était avec Pioneer et ces 4 télescopes, on a été capable de refaire des images, donc d'avoir une information directe sur la morphologie du système, sur ce qu'on observe. Avec Amber, les données étaient beaucoup plus ambiguës, c'était beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on observait exactement. Et à partir de là, donc, monter un modèle de notre système et faire deux choses très intéressantes. D'une part, de la spectroscopie individuelle de chaque composante et également analyser la morphologie du système et en mesurer l'orbite. À partir de là, on peut mesurer les paramètres fondamentaux du système, à savoir la masse des deux étoiles et leur température. Et les masses nous ont permis également de contraindre finalement le transfert de masse. Donc ces observations pionnières, elles nous ont mené à ça. Donc une image donc, où vous voyez ici la géante M, ici l'étoile A, et donc à différentes époques, on peut voir donc, le système évoluer, le système tourner. Donc, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur entre la séparation entre les deux étoiles qui est typiquement de l'ordre de la distance entre la Terre et le Soleil. Je vais remettre un coup. Voilà. Et donc là, en fait, on voit que l'étoile A, l'étoile A est censée être beaucoup plus petite que la résolution spatiale dont on disposait. Donc elle est censée représenter, disons, la limite de résolution de notre interféromètre au moment des observations. Par contre, la géante est beaucoup plus grande. Donc c'est une preuve que l'étoile géante a été spatialement résolue par nos observations et donc on peut apporter une contrainte sur sa taille. Donc pour venir avec des données un peu plus scientifiques, un peu plus utilisables. Donc, ce qu'on voit, c'est que la contrainte qu'on a, c'est sur la séparation du système qui est de l'ordre de 5 milliards de secondes. Donc, la taille de la géante, taille apparente qui est de l'ordre de 2 milliards de secondes, et donc cette révolution du système au cours du temps. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que le passage à 4 télescopes par rapport à un instrument comme Amber qui n'en utilise que 3, ça a été une grosse avancée parce qu'avec Amber, pour couvrir donc ici vous avez le plan des fréquences spatiales qu'on a échantillonné avec Pioneer. Avec Amber, on échantillonne 2 fois moins de fréquences spatiales à la fois. Donc pour obtenir ces images, il nous aurait fallu plusieurs nuits d'observation. Comme vous pouvez le voir, en fait, cette binaire, elle tourne quand même assez vite, en l'espace disons d'une ou 2 semaines. On peut voir la rotation. Donc si on avait dû faire cette observation avec un instrument à 3 télescopes, on aurait été incapable de reproduire ces images-là. Donc c'est tout l'intérêt également d'augmenter le nombre de télescopes pour améliorer cette couverture de fréquences et donc arriver à une meilleure couverture temporelle de ce type d'objet. Donc à partir de là, donc voilà le modèle que je vous avais présenté. Donc toujours l'étoile M qui ce coup-ci est résolue, une étoile A qui n'est pas résolue et un disque de matière autour, donc qui n'a pas pu être imagé dans nos données, mais on sait qu'il est là. Il contribue quasiment à 30% dans le flux total du système, donc il faut en tenir compte. Donc à partir de là, on a ajusté nos données avec un certain nombre de paramètres libres, mais le plus important de tous, en fait, c'était qu'on a dû tenir compte de la dépendance spectrale de ces paramètres pour vraiment bien ajuster les données. C'est-à-dire qu'on a dû tenir compte de la couleur, de la température des différents objets du système. Donc à partir de là, on a fait quelque chose d'extrêmement intéressant.
C'était de la spectroscopie, en fait. Mais, sauf que grâce à la capacité de l'interférométrie à résoudre spatialement votre système, on peut faire de la spectroscopie de chaque objet individuellement. Donc jusqu'à présent, quand vous faites de la spectroscopie, disons classique avec un télescope, vous allez voir les 3 composantes additionnées, et donc vous avez encore un certain degré d'ambiguïté dans ce que vous analysez. Vous pouvez ajuster toujours plusieurs modèles. Donc là, on a pu ajuster nos trois données indépendamment. Il nous manquait cependant une donnée, on a dû les ajuster. Avec l'interférométrie, on a juste accès à des flux relatifs, pas à des flux absolus. Et donc, il y a encore un petit degré d'ambiguïté dans ce qu'on observe. Donc, on a essayé de résoudre ça en utilisant des photométries, des mesures, en gros, là, en utilisant la magnitude de la source. Mais vous voyez que nous, on avait un petit peu de résolution spectrale, on avait quelques points entre ces 2 gros points, et du coup, on manquait d'informations pour vraiment exploiter à fond ces données. Et donc, c'est vraiment ce qui va nous manquer pour aller un peu plus loin dans l'analyse de ces données, qui malgré tout sont très intéressantes, puisqu'on trouve une géante M qui a une température tout à fait classique, autour de 3000 Kelvin. Une étoile A assez chaude, mais qui, curieusement, apparaît très grosse, beaucoup plus grosse que ce qu'elle devrait. Donc, ça, c'est si on considère qu'on observe bien une étoile A, mais on pourrait également considérer qu'on observe un disque d'accrétion qui aurait plus ou moins le même spectre d'émission. Donc, on pourrait être en présence, en effet, d'un disque d'accrétion autour de l'étoile A. Ce à quoi on ne s'attend pas forcément pour ce système. Donc, il y a également l'enveloppe de poussière, donc, avec température tout à fait classique. Donc, comme je disais, ce qui nous manquait pour une analyse plus fine du système, par exemple pour déterminer des caractéristiques sur la métallicité de notre étoile, c'est-à-dire sa composition, sa contenance en éléments un peu plus lourds que l'hélium, on aurait donc besoin de ces spectres haute résolution. Donc, la seconde étape lors de ces études, ça a été donc à chaque époque, on a pu mesurer la position et l'orientation du système, et donc on a pu reconstruire une orbite de système en combinant ça avec des mesures de vitesse radiale, donc lorsqu'on considère cette source comme une binaire spectroscopique. Donc de ce point de vue-là, en fait, les données qu'on avait obtenues avec Pioneer et Amber étaient très complémentaires, parce que Pioneer nous donnait des positions non ambiguës, on savait que ces points bleus étaient bien ici, enfin les points qu'on mesure ici étaient bien ici. Avec Amber, c'était un peu plus ambigu. Avec 3 télescopes, ce point-là pouvait également être de l'autre côté de l'orbite. Donc ça nous a beaucoup aidé à ajuster ces données. Et donc on voit qu'au final, mesurer l'orbite, ça a changé pas mal de choses. Donc, d'une part, déjà, on avait une nouvelle analyse des données Hipparcos qui nous a permis de réévaluer de manière plus précise la distance au système. Ensuite, la mesure de l'orbite nous a permis de déterminer les masses, et en particulier de voir que le rapport de masse n'était pas autour de 4, mais autour de 2. Donc ça change beaucoup de choses sur la taille des lobes de roche. Et enfin, on a pu également donc mesurer le diamètre de l'étoile M, qui était estimé à quelque chose comme 50% plus grand auparavant. Donc là encore, on a vraiment une étoile qui a fondu niveau taille, et donc à la fin, on s'est retrouvé avec une étoile qui, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, ne remplissait absolument plus son lobe de roche. Donc à l'heure actuelle, on s'attend plutôt à une perte de masse donc par accrétion, une accrétion par du vent de la géante. Donc on s'attend à ce que cette accrétion elle soit très efficace, c'est-à-dire qu'en fait beaucoup plus de 10% du vent soit accrété. C'est-à-dire qu'en fait même le vent qui serait émis, disons, sur les bords de la géante soit finalement accrété sur le compagnon. On s'attend à ce qu'il y ait un disque d'accrétion, mais on n'a pas pu le confirmer avec cette observation, parce qu'on était encore un petit peu limité en termes de résolution spatiale, donc il faut encore pousser au niveau de la longueur des lignes de base ou changer de longueur d'onde. Également, on a mesuré le taux d'accrétion sur l'étoile A ici, et on pense que du fait de l'influence gravitationnelle de l'étoile A sur la M, cette étoile A, elle arrache encore plus de matière elle arrache également de la matière à la géante, mais pas seulement sous la forme du vent, ou en tout cas, elle augmente l'efficacité d'émission du vent par cette géante. Donc voilà qui résume un petit peu tous ces résultats sur les binaires d'interaction. Donc les binaires d'interaction, c'est encore un domaine nouveau même en interférométrie, c'est assez nouveau. Donc il y a quand même un gros potentiel. Il y a encore beaucoup de développement à faire, mais il y a déjà
avec les instruments existants, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, avec la spectrointerférométrie, on peut s'amuser à étudier le vent ou éventuellement des jets d'émission dus à un disque d'accrétion. Étudier si la géante dans le système présente des couches moléculaires, comme ça arrive dans certaines géantes. Avec la nouvelle capacité d'imagerie, on devrait pouvoir donc étudier plus précisément la morphologie du système, étudier les effets de marée, mesurer, voir si la géométrie du lobe de roche est correcte, telle qu'on le suppose à l'heure actuelle. Éventuellement, voir s'il n'y a pas des ponts, observer directement des ponts de matière entre les deux objets. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été faites. Et également, s'intéresser à la détection de disques d'accrétion en observant par exemple dans le visible ou en augmentant la longueur des lignes de base, c'est-à-dire en augmentant la résolution spatiale du système. Et comme je vous le disais, la spectroscopie en simultané de ces objets va fortement nous aider d'une part pour l'analyse fine des spectres individuels, mais également pour détecter d'éventuels sursauts d'activité qui pourraient fortement changer la morphologie du système à laquelle on s'attend. Disons que par exemple, pour SS Leporis, on s'attend à voir une géante avec une étoile A, mais peut-être que si on détecte un sursaut d'activité très important, il y aura peut-être de la matière qui sera apparue entre les deux systèmes. Et donc cette capacité d'imagerie est à nous montrer ce genre de structure un peu fine et un petit peu difficile à voir directement dans les données interférométriques. Donc cette capacité d'imagerie nous aiderait vraiment la spectroscopie nous aiderait vraiment à appréhender ce genre de choses. Et donc également, comme je disais, bénéficier de plus de télescopes afin d'avoir une capacité d'imagerie plus rapide et avoir un meilleur échantillonnage spatial de ces sources et un meilleur échantillonnage surtout temporel, vu que ce sont des sources qui évoluent, qui sont assez complexes et qui évoluent assez vite. Et voilà.